Bonsoir à tous. Les scènes que vous allez voir ce soir sont dignes d'une série à succès sur le trafic de drogue. Notre reporter a pu embarquer avec des narcotrafiquants colombiens et suivre l'ensemble de la filière. C'est un document rare que nous vous proposons et c'est tout de suite dans Complément d'enquête. Tu vois, dans chaque paquet, comme ça, il y a 100 grammes. 100 grammes, très compressés, qu'il introduit dans les poignées télescopiques de la valise. Ça, ils ne peuvent pas le détecter, c'est sûr. Dis-moi, tu connais les effets que produit cette drogue sur les gens? Ah, moi, mon ami, moi je suis un travailleur. Je sais que celui qui consomme peut avoir des soucis, mais c'est le problème de celui qui consomme. Je sais qu'il y a beaucoup de produits chimiques. Grâce à des accès uniques et privilégiés, notre reporter a pu tout filmer, de la cordillère des Andes jusqu'aux boîtes de nuit parisiennes, de la transformation du produit jusqu'à l'étape de la vente, en passant par le contact avec les mules ou encore les passages aux douanes. Un périple qui passe par le Pérou, la Colombie, le Brésil ou encore, et c'est nouveau, par plusieurs pays d'Afrique. À chaque étape, vous allez comprendre quels sont les risques encourus par les intermédiaires et comment la cocaïne peut prendre autant de valeur. Précisons que cette enquête a été réalisée avant le déclenchement de l'épidémie, à une époque où l'on prenait l'avion facilement et où les établissements de nuit, notamment à Paris, étaient ouverts. Medellín Paris, j'ai embarqué avec les narcos. C'est un document de Thierry Gaëtan pour Palace Productions. Paris, un samedi soir. La ville serait devenue la capitale européenne de la cocaïne. Voici Kevin. Depuis 10 ans, il livre de la drogue. Là, j'ai une soirée, tu me suis. Je t'invite, je te paye un coup. Là, c'est une livraison et c'est fait en même temps. Il a accepté que je l'accompagne dans sa tournée. Il a rendez-vous dans une discothèque au centre de Paris. Aucun problème pour rentrer. Notre homme connaît les videurs et même le DJ. Première étape, un tour aux toilettes. Le dealer est aussi consommateur. En soirée, ça se passe comme ça. Pour tenir la route, pouvoir vendre toute la nuit, travailler. Là, tu es obligé de faire ça. Malheureusement, la vie. Je prends pas les traits de mer. Kevin sniffe de grandes doses de cocaïne à même la main. Ça va quand les vrais produits, ça va vite. Par contre, pas chaud. Super chaud. Sur la piste de danse, les clients viennent aussitôt à lui. Un premier, puis un deuxième. Tarif 80 € le gramme. Aussitôt acheté, aussitôt consommé. Kevin s'assoit avec ses clients. Chacun fait son rail sur son téléphone portable et sniffe avec une paille de fortune. Les 4 amis consomment à la vue de tout le monde. Ils ont la trentaine, ils travaillent et le week-end, ils veulent s'éclater. Pour Kevin, les affaires marchent bien. 2 heures plus tard, le dealer remonte aux toilettes pour faire les comptes. J'en ai mangé, bon, il m'en reste encore 4. 4 grammes, j'ai envie de les faire partir. J'aime pas partir. Ça, c'est une bonne soirée. Kevin finira par écouler son stock. Rien d'étonnant. Paris est devenu la ville où on consomme le plus de cocaïne en Europe. Les chiffres sont alarmants. 2 millions de Français ont déjà essayé. Plus de 600 000 sont accros. Je m'appelle Thierry. Je suis reporter et j'ai l'habitude de travailler seul.
Voilà plus de 15 ans que j'enquête sur ces trafics. J'ai grandi en Colombie et un de mes amis d'enfance est devenu un important narcotrafiquant. Après des années de discussions, il a fini par accepter de m'ouvrir son réseau. Vous ne le verrez pas, mais il m'a confié à ses employés, ses petites mains. Beaucoup ont accepté de témoigner à visage découvert. Vous allez suivre avec moi la nouvelle route de la cocaïne. Depuis la jungle colombienne, où elle est fabriquée, jusqu'à Paris, où elle est consommée, en passant désormais par l'Afrique. À cheval sur 3 continents, cette multinationale de la drogue nous a ouvert ses portes et montré ses petits secrets. Mon enquête commence sur les contreforts de la Cordillère des Andes, en Colombie, près de Medellín. À flanc de colline, des champs de café, de cacao, et juste à côté, les plants de coca, qui poussent à l'air libre. Je suis sur le plus grand site de production de cocaïne au monde. Pablo est officiellement agriculteur. Aux yeux des autorités, il produit du cacao, mais comme tout le monde ici, c'est avec la cocaïne qu'il gagne sa vie. Tu récoltes tous les jours? Non, pas tous les jours. Que lorsqu'il y a besoin. C'est ce que l'on fait le plus ici. C'est avec ça qu'on gagne le plus d'argent ici. C'est grâce à cette plante que l'on survit en Colombie. Les gens vivent de ça. C'est rentable? C'est le plus rentable. Regarde, les champs de cacao que tu vois là-bas nous donnent juste de quoi manger, même avec 10 ou 20 000 arbres. Pablo va immédiatement transformer ses feuilles de coca en poudre blanche. Son petit laboratoire est installé dans une clairière, à l'abri des regards. Les hélicoptères de l'armée qui patrouillent ne peuvent pas le repérer. Ici, on est bien planqué. L'armée ne vient jamais? Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas trouvés. On est bien planqué dans ce coin. Si un jour ils viennent ici, j'irai travailler ailleurs. Ce grand sac de feuilles de coca vaut une dizaine d'euros. Mais Pablo va lui donner de la valeur. L'agriculteur se transforme en chimiste. Les feuilles de coca sont d'abord broyées, finement. Ensuite, ils ajoutent une série de produits très étonnants. C'est du ciment pur. Une fois mélangé aux feuilles, le ciment est humidifié et le tout placé dans un baril. C'est là que Pablo ajoute plusieurs litres d'un liquide qui empeste. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'essence. Combien de temps tu laisses comme ça? Il faut laisser reposer pendant 2 heures. L'essence fait ressortir les propriétés de la feuille. Et ensuite, on va mettre de l'eau et de la soude caustique. Ça, c'est de la soude caustique. Fais attention, je l'ouvre. C'est quelque chose de très dangereux. Ça brûle vraiment la peau. La soude caustique, un produit utilisé pour déboucher les lavabos ou les toilettes. Elle est destinée à détruire les résidus d'essence et de ciment. 2 heures plus tard, le mélange est filtré. Ce qui a de la valeur, c'est ce liquide qui contient les propriétés de la feuille de coca. Le reste part à la poubelle. Et maintenant, la touche finale, un doigt d'acide sulfurique qu'on trouve dans les batteries de voitures. Pablo nous prépare un petit échantillon. C'est ça qu'il faut prendre. C'est la base. La base prend alors une couleur laiteuse. Après quelques heures d'évaporation,
Les cristaux sont prêts. Il ne reste plus qu'à les broyer pour les transformer en poudre. Le kilo de cocaïne qu'il vient de fabriquer vaut désormais 800 €. Allez, bon après-midi. Fais attention que je ne te fasse pas mal. Pablo descend le vendre au village. La drogue commence alors son long voyage. On m'a donné rendez-vous à l'extrême sud de la Colombie, à Leticia, en pleine forêt amazonienne. La ville est un repère idéal pour les trafiquants, car elle est placée à un carrefour stratégique aux confins de 3 frontières, la Colombie, le Pérou et le Brésil. Cette petite ville de 40 000 habitants abrite le plus gros port colombien sur le fleuve Amazon. C'est ici que l'on croise tous les transporteurs de la région, mais aussi quelques touristes en quête d'exotisme. J'ai environ une quinzaine de touristes aujourd'hui qui viennent des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Suisse. C'est dans ce bar du port que j'ai rendez-vous avec 2 hommes. Ils sont censés me prendre en main. L'homme au maillot blanc s'appelle Miguel. Il dirige le réseau local, une dizaine de garçons. C'est l'homme de confiance du grand patron. Pedro, en bleu, est le convoyeur. Il est responsable du transport de la cocaïne jusqu'au Brésil. Les 2 hommes fêtent leur dernière soirée en Colombie. Demain, ils vont gérer une très grosse livraison. Pour le moment, ils n'ont guère envie d'en parler. Je les suis quand même jusqu'à l'embarcadère. Demain, tu le retrouveras dans sa cabane au Pérou. Ok? Dans sa cabane? Oui, dans sa cabane. Et ensuite, vous me rejoindrez tous les 2 au Brésil et je pourrai te parler là-bas. Je t'expliquerai tout ce que tu veux, mais là, tu vois, on fait la fête. Alors on se voit au Pérou demain? Demain, tu retrouveras Pedro au Pérou. Tu me l'amèneras demain au Brésil, hein? Oui, oui. Pour le moment, on doit partir. Et s'il te plaît, arrête de filmer. D'accord, d'accord. Allez, salut les gars. Ciao, ciao. Le lendemain matin, je descends l'Amazone. Je ne connais pas l'endroit où habite Pedro. Ils m'ont envoyé leur piroguier. Après 2 heures de bateau, j'arrive au Pérou. Sur le fleuve, pas de frontières, pas de douane ni de militaires. L'endroit idéal pour les trafics. C'est dans cette cabane, au milieu de nulle part, que Pedro m'attend. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci, oui. Bienvenue. C'était pas facile d'arriver jusqu'ici. Oui, je sais, c'est compliqué. C'est dans cette modeste maison en bois qu'il vit avec sa famille. En pleine forêt, l'endroit est paisible, personne aux alentours. Rien ne laisse supposer que cet ancien paysan est un des maillons essentiels d'un réseau de trafic de cocaïne. Tu vas nous accompagner alors? Oui. Tu verras comment ça se passe. Mais tu peux compter sur moi. Pedro tient à nous montrer quelque chose. Et là, il y a quoi? La cocaïne. Dehors, sous son plancher, une petite fortune stockée sous une vulgaire bâche. Depuis les montagnes colombiennes, la cocaïne a pris de la valeur. Elle vaut désormais 1100 € le kilo. Quelle quantité tu as ici? Là, il y a 1 kilo, là. Mais en tout, il y a plus de 10 kilos. Je te montre un échantillon. La drogue ne lui appartient pas. Pedro est un simple passeur. Mais il est très fier de nous montrer cette cocaïne pure. 5, 6, 7. Ça va aller où? Ça va descendre le fleuve jusqu'au Brésil.
Si tu veux m'accompagner, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai 11, 12, 13, 14. J'ai 15 kilos de marchandises ici. Pedro emballe les pains dans un simple sac de supermarché. C'est le jour J, il part pour 20 jours d'un voyage à risque. Tu en as d'autres encore? Oui, j'ai encore plus de 20 kilos un peu plus bas, sur le fleuve. Tu verras si tu viens avec moi au Brésil. Et ici, tu n'as pas de problème avec la police? Non, monsieur, ici la police et la justice ne viennent jamais. Il n'y a aucun souci ici. Je suis adoubé par le grand chef de réseau. Oui, oui, tu viens avec moi. Le convoyeur me fait une confiance totale. Une barque nous attend sur le fleuve. Salut, ça va? Tout va bien? Lui, il vient avec moi, hein. Il n'y a pas de problème. En face, c'est la Colombie. La marchandise vient de Colombie. Ici, on est au Pérou. Et ici, il n'y a pas de problème? Aucun problème. Ici, on est tranquille. Il n'y a aucun danger. Tu vas m'accompagner. On va partir jusqu'au fin fond du Brésil. Tu as toute la marchandise? Bien sûr. Regarde. Voilà 12 ans que Pedro, le vieux paysan, est devenu convoyeur. À chaque voyage, il risque plusieurs années de prison, mais selon lui, il y a peu de chances qu'il soit arrêté. Je vis de la cam, de la coke. Moi, je vis de ça. Par ici, la police ne te dérange pas. Si jamais tu te fais arrêter, c'est parce que tu as été balancé. Du reste, personne ne te dérange. Je trafique aussi des armes quand je ne fais pas de la coke, tu comprends? Et tu l'emmènes toujours au Brésil? Oui, nous on travaille entre le Pérou, la Colombie et le Brésil. Nous entrons sur le territoire du Brésil. Ici encore, aucune frontière, aucun douanier. Après 3 heures de navigation, la première étape, celle de la collecte. C'est là. C'est là la planque? C'est là où on va descendre. Et il y a qui là-bas? Il y a Miguel qui nous attend. Nous posons le pied sur le sol brésilien. Miguel, le grand chef du convoi, nous accueille. Salut, ça va Pedro? Comment ça va? Tout va bien? Tu m'as amené combien là? Il faut qu'on arrive à 100 kilos. Hein. Attention, c'est lourd. Au bord du fleuve, une maison abandonnée. Avant leur grand voyage, c'est là que Miguel et ses hommes collectent les livraisons des petits passeurs. Leur stock est impressionnant. Bonjour. Bonjour. Salut. Enchanté. Tout va bien? Je peux continuer? Il y a une grosse quantité ici. Et ce n'est pas tout, il y en a encore. Et dans les sacs, il y en a aussi? Bien sûr. Et on attend encore 100 kilos. On a la meilleure qualité. Regarde ça. Et tout ça vient de Colombie? Oui, de Colombie. C'est la meilleure. Et ça va partir dans le monde entier. Regarde ce paquet. C'est de la pure. Il y en a combien dans ce paquet? Environ 1 kilo. Mais elle n'est pas encore compactée. Nous, on la compacte avec une machine. Comme tout ça, là. Si tu veux goûter, c'est la meilleure. C'est le top de ce qu'on fabrique. Et combien ça coûte ce kilo? C'est 1 600 € le kilo ici. Alors ici, c'est 2 fois plus cher qu'en Colombie? Oui, ici, elle vaut plus d'argent. Et tout ça, vous allez l'emmener où? Le plan, c'est d'emmener ça jusqu'à Manaus. Mais c'est loin, Manaus. On en a pour 10 jours de navigation. Il faut qu'on attende la tombée de la nuit, par mesure de sécurité. Parce que si jamais il y a un problème avec le patron, c'est notre tête qui est en jeu. Tu sais que ça, c'est beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je suis venu ici avec eux et que tu vas venir avec nous, avec le vieux renard.
Un des hommes de confiance du patron. C'est lui le vieux renard? Oui, c'est lui le vieux renard. Il y a combien en tout? On est en train d'emballer. Là aussi, il y en a. Au total, là, il y a 200 kilos. Mais on va réunir 500 kilos. Combien? 500. 500 kilos qui vont arroser l'Europe. Au prix du gramme parisien, il y en aurait pour 40 millions d'euros. Ça vaut une fortune. C'est de l'or blanc. Pas vrai, les gars? Ouais, t'as raison. Chez ces 4 hommes, aucun stress. Ils ne sont même pas armés. Aucun scrupule non plus. C'est leur boulot. Salaire pour ce gros coup, à peine quelques centaines d'euros. On fait ça pour nos familles, pour nos enfants, pour qu'ils aient une meilleure vie que nous, leur donner une bonne éducation et qu'ils ne soient pas obligés de faire la même chose que nous. C'est dur d'être ici en Amazonie? Oui, c'est dur. On est loin de la famille. Moi, j'ai un bébé qui vient de naître. C'est très dur. Mais grâce à Dieu, on va s'en sortir. Les trafiquants cassent la croûte avant un long voyage. 10 jours sur le fleuve pour rejoindre Manaus, puis 10 jours en voiture pour atteindre São Paulo. Il ne faut plus tarder. Le danger ici, c'est moins la police que les animaux sauvages qui, à la tombée de la nuit, viennent boire sur les rives du fleuve. Il y a beaucoup d'animaux dangereux ici. Le soir, il y a des boas, des tigres, des pumas. Ici, on est dans le pire endroit de l'Amazonie. On attend qu'il fasse nuit? Oui, exactement. Tu sais, ici, il y a des patrouilles de l'armée qu'il faut éviter. 19 h, nuit noire. Le moment du grand départ. Je filme avec une caméra infrarouge. On n'a pas oublié un paquet par terre? On a tout, vérifiez bien. Hein. Allez, on y va. On va réussir, mon ami, on va prendre le pognon. C'est de l'or blanc. Un chauffeur les attend. Il charge discrètement, sans la moindre lumière. À bord de cette pirogue, 200 kilos de cocaïne. Bientôt, une seconde barque aussi chargée les rejoindra. Doucement. Allume le moteur. Allez, vas-y. On y va, les gars. On part. La navigation de nuit est dangereuse, mais ces hommes sont nés ici. Une simple lampe de poche leur suffit pour éviter les troncs d'arbres. Après ce tournage, je ne reverrai plus Miguel, le chef. Il a reçu 3 balles au cours d'un règlement de compte. Ils ont refusé que je fasse ce long périple avec eux. J'ai rendez-vous 20 jours plus tard. Les 500 kilos sont arrivés sans encombre à São Paulo. C'est la plus grande ville du Brésil, 12 millions d'habitants. Parmi la foule, je retrouve Pedro. Le paysan colombien a changé de look. Il a troqué ses bottes de caoutchouc pour une paire de Santiago. Sa nouvelle mission, cacher la drogue pour qu'elle traverse l'Atlantique. Je vais te présenter une amie, mais tu viens sans ta caméra. Il m'emmène dans une planque en plein centre-ville. À partir de maintenant, je vais tourner en caméra cachée. Le rendez-vous a lieu dans cet immeuble. C'est un bel appartement? Oui. Je suis en train de terminer cette valise qui doit partir cette semaine. Je peux regarder? Si tu veux, oui. Ici, il n'y a pas de drogue? Non, seulement ici. Où ça? Seulement dans les tubes? Oui, c'est dans les tubes. Il y a 400 grammes ici, 400 grammes là, 800 grammes au total. Bon, il faut que je termine. Regarde là, il y a 100 grammes. Et là, il y a encore 400. Tu vois, dans chaque paquet, comme ça, il y a 100 grammes. Là, il y a 100 grammes? Oui, 100 grammes. 100 grammes, très compressés, qu'il introduit dans les poignées télescopiques de la valise.
Ça, ils ne peuvent pas le détecter, c'est sûr. Dis-moi, tu connais les effets que produit cette drogue sur les gens? Ah, moi, mon ami, moi je suis un travailleur. Je sais que celui qui consomme peut avoir des soucis, mais c'est le problème de celui qui consomme. Je sais qu'il y a beaucoup de produits chimiques. Tu es quand même curieux, toi. Oui. Alors je vais te montrer un truc, mais il faut se dépêcher. Hein. Tu as encore de la coke ici? Oui, monsieur. Ah, il faut faire vite, là. La plupart du stock de drogue est parti par bateau, caché dans un conteneur. Pedro est chargé des petites livraisons par avion. Ça va aussi vers l'Europe? Oui, monsieur, oui. Et là, il y a 7 kilos. Mais Pedro n'a pas le temps de nous en dire plus. Qui est-ce? Qui est là? Ah, comment tu vas? Vas-y, rentre. Je te présente un ami de confiance. Carmen est ce qu'on appelle une mule. La quarantaine, souriante, une mère de famille, au-dessus de tout soupçon. Enchanté. Ne t'inquiète pas, tu peux avoir confiance. Pas de souci avec moi. Tu as mon truc? Elle est prête, la valise? C'est prêt. Regarde. Là, il y a 400 grammes. Là, encore 400 grammes. Et tu peux être tranquille parce que c'est complètement indétectable. Parfait, c'est prêt. Tu voudrais le faire, toi, pour gagner 3000 €? Et vous l'avez déjà fait? Oui. Ah oui? Oui, je suis déjà allée à Casablanca, au Maroc. Carmen voyage avec un faux passeport. Je suis colombienne, mais je voyage avec un passeport argentin. Ici, on t'arrange tout. Tu sais, dans ce milieu, on t'arrange tout. Quand tu as un passeport colombien, tu es dans la ligne de mire. Mais moi, je suis relax. Faut pas être nerveux. Hein. À partir du moment où tu n'es pas stressé, rien ne peut t'arriver. Tu fais ton check-in, la fouille normale. La valise, il la touche même pas. Parce que, comme dit Pedro, cette valise n'attire pas l'attention. Les policiers regardent toujours la valise sur les côtés et en dessous. Et tu la prends avec toi en cabine? Bien sûr, elle reste avec moi en cabine. Jamais ils ne vérifient ça. Ils vont déchirer devant, sur les côtés, mais jamais les tubes. Car la cocaïne est bien pressée et au scanner, c'est opaque. C'est de l'argent facilement gagné. Tu fais des voyages, tu prends l'avion. Je voyage comme une touriste. Et tu te sens tranquille? Oui, normal, comme une touriste. Et voilà. Aéroport de São Paulo, le plus grand d'Amérique du Sud. D'ici, pas question de prendre un vol direct pour Paris, trop surveillé par les douaniers. Les narcotrafiquants ont découvert une nouvelle ligne, plus discrète. Direction Casablanca, au Maroc. Carmen va prendre le dernier vol de la journée. Elle ne sait pas que je suis là et que je la filme en caméra discrète. Habillée comme une touriste, détendue, elle tire sa valise où sont cachés 800 grammes de cocaïne. Elle fait partie des derniers passagers à rejoindre la file d'embarquement de ce vol de nuit, moins surveillé. Atterrissage prévu le lendemain matin, au Maroc. Casablanca, 4 millions d'habitants. La ville est devenue un lieu de transit du trafic de cocaïne. Ici, beaucoup moins de contrôle qu'en Europe. Une passoire pour la grande joie des trafiquants. Mais depuis peu, à l'aéroport, une brigade spéciale stupéfiant a vu le jour.
dirigé par M. Outlou. C'est comme ça tous les jours. On passe toujours à notre armerie, on s'arme et on se dirige vers notre lieu de travail. La brigade au grand complet est sur le pied de guerre, car le vol quotidien en provenance de São Paulo vient juste d'atterrir. Presque à chaque fois, des mules voyagent parmi les passagers. Les 2 semaines passées, on a eu 3 saisies successives de cocaïne. Des personnes qui portent de la cocaïne dans leurs estomacs. C'est à peu près 3 kilos de cocaïne saisie uniquement la semaine dernière. À peine débarqués, les 300 passagers sont scrutés. C'est ce qu'on appelle le profilage. Puis la police s'intéresse aux bagages. D'abord la brigade canine, puis les inspecteurs qui ouvrent la moindre valise suspecte. Les bagages à main, eux, sont passés au scanner. Carmen, notre mule, n'est pas sur ce vol. Mais selon elle, la cocaïne cachée dans les tiges de sa valise serait indétectable au rayon. Le grand chef repère une jeune Marocaine suspecte. Il l'interroge immédiatement. Et nous avons une dame, quand elle fait le profil, c'est une dame qui a des réponses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. L'objectif de son voyage là-bas n'est pas tout à fait clair. Donc ça nous donne des points de souci, de pistes. Voilà, des pistes à voir. Bien sûr, on va aller jusqu'au bout avec elle pour s'assurer qu'elle ne porte absolument rien. Pour vérifier qu'elle ne camoufle aucun produit interdit, la jeune femme est priée de passer au rayon X. Il n'y a rien de suspicion. Elle va continuer son voyage sans aucun problème. Ce jeune Brésilien a lui aussi attiré l'attention de la brigade des stupes. Et la radiographie semble révéler des corps étrangers. Cacherait-il de la drogue dans son estomac? Les policiers n'en sont pas certains. Apparemment, le passager est suspect. Donc, il y a des traces qui ne sont pas tout à fait ordinaires dans un corps humain. Vu par nos agents qui sont spécialisés dans le domaine, le monsieur doit être examiné d'une façon beaucoup plus approfondie. Pour ce jeune homme, c'est la fin du voyage. Il est emmené à l'hôpital de Casablanca, où un laxatif lui sera administré. Au même moment, un autre suspect interpellé la veille, un jeune Brésilien lui aussi, revient de l'hôpital. Voilà ce que les médecins ont trouvé dans son corps. Il y a 81 capsules, mais le poids, on va le savoir immédiatement. Alors le poids, c'est 910 grammes. Près d'1 kilo dans le ventre. Les policiers s'assurent maintenant du contenu de ces capsules grâce à un test chimique. On constate là que ça répond à la couleur bleue. Il est testé positif à la cocaïne, mais cela reste un travail préliminaire qui sera confirmé, bien entendu, à partir de notre laboratoire au niveau du Grand Casablanca. C'est le 320e passeur arrêté par la brigade. Vous lui enlevez le menottes. Ce jeune Brésilien de 22 ans se rendait à Paris. Il est photographié avec sa cargaison. L'interrogatoire va commencer. Les policiers ont fait venir un traducteur portugais. On veut savoir d'où il a eu cette matière. Monsieur Oudlou aimerait bien remonter la filière. Il a été remis par un Brésilien. Il ne sait pas son nom, il ne sait pas son identité. Patron. Est-ce que vous avez les contacts
de ce monsieur patron. J'ai eu contact de Brésilien qui trafiquait le cocaïne. Il a dit qu'il a son contact, de Brésilien qui a lui donné le cocaïne, il a son contact. C'est à Paris. À Paris. Donc c'est Paris qui a été visé par cette quantité de cocaïne. En général, les mules ont très peu d'informations. Le Brésilien n'a croisé qu'une seule personne qui lui a remis la cocaïne et promis une jolie somme à son arrivée. C'est contre combien d'argent vous allez déposer ça? Em euro, mais ou menos. Em euro é 700. Il a dit à peu près 7 000 euros. 7 000 euros. Le jeune homme ne touchera évidemment pas un centime, mais il va passer ses prochaines années dans les prisons marocaines. Monsieur Oudlou en est à plus de 900 kilos de cocaïne saisie. Les prises les plus récentes sont stockées dans cette simple armoire. Tout ça, c'est de la cocaïne. Ce sont des capsules qui ont été ingérées par des trafiquants et qu'on les a interpellés ici au niveau de l'aéroport Mohamed V. Et comme vous voyez, il y a vraiment des centaines de capsules là. Toute cette cocaïne, en fait, elle provient d'Amérique du Sud? Oui, toute la cocaïne, ça provient de l'Amérique du Sud, directement vers l'Europe. Il y a des capsules qui sont ingérées. Il y a aussi sous forme de poudre, là, comme vous voyez là. Pour passer la douane, certains trafiquants ne manquent pas d'imagination. D'un ressortissant latino-américain, il a débarqué ici chez nous à l'aéroport avec une quantité de cocaïne sous forme de tissu imbibé de cocaïne. Donc d'un poids total de 5 kilos de cocaïne. Dans l'armoire, il y a à peu près 90 kilos de cocaïne dans l'armoire là. De jolies saisies qui ne doivent pas masquer la réalité. Chaque jour, de grandes quantités de drogue parviennent à quitter le Maroc pour l'Europe. Direction Madrid, où je suis censé retrouver mon réseau de trafiquants, l'avant-dernier maillon de la chaîne. Dans la capitale espagnole, j'ai rendez-vous avec un inconnu. Nous l'appellerons Carlos. Son rôle, réceptionner Carmen, la mule, et surtout sa valise chargée de coke. Sur son smartphone, il a reçu la photo de la mère de famille colombienne. Il accepte que je l'accompagne à l'aéroport. Pour éviter de se faire repérer, Carlos prend le taxi. Tu as vu les vols? Oui, il arrive à 11h55. Tu es content? Oui, bien sûr. Elle arrive dans 40 minutes. Dans 40 minutes, je vais voir la jeune femme. Carlos est arrivé à l'avance parce qu'il joue gros. Pas question de rater la sortie des passagers. Il n'a pas les coordonnées de Carmen. Ils ne se connaissent pas. A-t-elle réussi à passer les contrôles de la douane? Tout va bien? Oui, tout va bien. J'attends la jeune femme. Elle ne sait pas que je suis là. J'attends qu'elle sorte. Je dois guetter pour être sûr que tout se passe bien. Carlos est de plus en plus stressé. Les passagers commencent à débarquer. Et toujours pas de Carmen. Tu es nerveux? Oui, toujours. À chaque fois que je viens chercher une mule, il y a l'adrénaline qui monte. La crainte de Carlos, que la mule soit aux mains des policiers espagnols.
C'est comme quand on fait l'amour pour la première fois. On est nerveux. Quelques minutes plus tard, la voilà enfin. Elle arrive tranquillement parmi les derniers passagers. Mais Carlos ne va pas au contact. Elle pourrait être suivie par des agents en civil. La jeune femme ne sait pas que je la filme. La petite valise est bien là, avec ses 800 grammes. Carlos appelle ses chefs pour les rassurer. Je rassure mes potes et je leur dis que tout est OK, que je suis toujours en train de la guetter. Elle va prendre un taxi? Attends, je suis au téléphone là, je peux pas te parler. Va au taxi. Je vais alors. Je te rejoins. Je te rejoins. La jeune femme rejoint la file des taxis. On lui a donné une adresse. Une chambre d'hôtel lui est réservée. Carlos la suit discrètement. Je me cache derrière lui pour filmer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit attendre que la jeune femme aille prendre son taxi et qu'elle aille à son point de chute. Je peux la suivre? Non, tu peux pas. Je veux pas que tu saches où elle va. Je peux aller jusqu'au taxi? Ouais, mais pas plus loin. Je veux vraiment pas que tu ailles plus loin. Je peux jusqu'au taxi? Ouais, mais pas plus loin. La mule ne sait pas du tout qu'elle est surveillée. Une fois à son hôtel, un complice viendra récupérer sa valise. Elle est arrivée. Ensuite, elle restera à Madrid quelques jours comme touriste pour ne pas éveiller les soupçons. Le lendemain, je retrouve Carlos. Il m'invite chez lui, car le trafiquant réceptionne des valises toute l'année. J'ai une porte blindée. Entre. Elle est blindée? En attendant les instructions, il stocke tout chez lui. Carlos a mis au point un système astucieux sur l'œilleton qui lui permet de voir ce qu'il se passe dans le couloir. Ça se vend facilement, la cocaïne, ici? Oui, c'est très facile. Sur la table, Carlos est en train de désosser une valise arrivée sur un autre vol. Il y en a combien? Combien il y en a? Il y en a 800 grammes. 800 grammes qui sont planqués dans les tubes. Bien. J'étais en train de le démonter, mais comme la fille est arrivée, je me suis arrêté. Tu vas la sortir? Oui. Faut faire très attention à ce qu'elle ne casse pas. Carlos attend les ordres pour livrer le produit. À Madrid, le prix au kilo atteint désormais 24 000 €. Ça, c'est pour un client. 30 fois plus qu'en Colombie. Les marges sont très élevées, les risques aussi. Carlos en sait quelque chose. Sa femme qui jouait les mules dort en prison depuis 3 ans. Ma femme s'est fait arrêter alors qu'elle revenait du Panama. Avec combien? Elle avait 6 kilos. Elle a fait 2 voyages qui se sont bien passés. Arrêté à l'aéroport? Oui. À quel moment? La police l'a interpellée à la sortie de l'aéroport. Moi, je l'attendais. J'ai tout vu et je ne pouvais rien faire. C'était ta femme? On a une fille. Et elle est avec elle. Elle va à l'école et on lui ramène le soir. C'est pour ça que tu me disais hier de faire attention à l'aéroport? Ouais, faut faire très attention. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est en prison. En prison? Ouais. Mais maintenant, ma fille a l'âge d'aller à l'école. Donc ma fille peut sortir, mais elle peut sortir seulement pour aller à l'école.
Mais bon, j'aime pas trop parler de ça. Dans un coin de la pièce, une autre valise. C'est celle de Carmen, arrivée la veille. Elle n'a pas été ouverte. Celle-là, là, c'est pour un client français. Kevin doit prendre la direction de la France. Elle est encore chargée, j'y touche même pas. Il faut être sérieux avec ça, c'est dangereux. Un client va l'emmener en autobus. C'est plus facile en bus? Ouais, c'est plus facile, il y a moins de contrôle. C'est plus sûr. Merci. Merci pour ton témoignage. Dans 2 jours, cette valise atteindra sa destination finale, Paris. C'est ici que j'ai rendez-vous avec Kevin, le dernier maillon de la multinationale de la cocaïne que je suis depuis la Colombie. Je dois le retrouver dans un petit hôtel discret. À peine rentré de Madrid, il commence par vérifier la qualité de la marchandise, qu'il a payé 29 000 € le kilo. C'est pas de la merde. De la cocaïne pure que Kevin va commencer par couper. J'ai une coupe, ça s'appelle le Turbo S, exactement. C'est quoi Turbo S? C'est une base de caféine, en fait, c'est de la caféine. Et ça permet de ne pas faire du mal aux gens. Mélanger la cocaïne avec un produit moins cher, ça permet surtout à Kevin d'augmenter ses bénéfices. Ça permet sur 100 grammes de gratter à la rigueur 20 grammes. Ça permet d'alléger un peu le produit, parce que ce produit est un peu fort, c'est un produit qu'on ne peut pas taper forcément. Et c'est pas tout le monde qui peut le taper. Comme la qualité, elle est super bien, même en la coupant, en fait, ça se voit pas qu'elle a été coupée. Du coup, le produit reste toujours nickel. Elle sent forte, là. Elle pue le kérosène, c'est ça le pire. De toute façon, c'est ce que les gens, ils aiment. Cette fois, la cocaïne n'est plus pure. Coupée avec 20% de caféine, Kevin tient à la goûter à nouveau. Je me fais une petite trace pour voir le produit, comment je l'ai coupé, à quelle ampleur, s'il passe toujours ou pas. Là, elle est bonne, ça. C'est pas de la dope. Et là, je vais commencer à faire des petits grammes. Des pochons d'1 gramme qu'il revendra à l'unité à ses clients parisiens. Il faut être super précis dans ce business-là. Voilà, 1 gramme 1. Et on rajoutera encore un peu plus en comptant le plastique. Voilà, comme ça, du coup, on est correct. Et donc ce gramme-là, vous le vendez à combien? Je le vends exactement à 80 €. Parce que bon, il y a 1 gramme et la qualité elle est là. Et à Paris, les clients ne manquent pas, surtout le week-end. Par jour, je peux en vendre avoir 20 grammes par jour. C'est qu'en gros, 100 grammes, ça va super vite. C'est quand même beaucoup, 20 grammes par jour. Quand on vous appelle pour 3, 4, 5, 6, ça va, on s'en rend pas compte. Hein. Même des fois, même pour moi, je suis dépassé. Des fois, ça arrive d'en vendre 10 ou 20 d'un coup. C'est qui les acheteurs? Ça atteint tous les niveaux de la société. Hein. Que ça soit du plombier, avec ce que tu veux. Que ce soit même des sportifs. Même un juge d'instruction qui m'en demande. C'est-à-dire, ça va très loin. Vous avez un juge qui vous achète? Ouais. 1 fois par semaine, régulièrement. À mon avis, avec le travail qu'il a, avec le stress qu'il a, c'est compréhensible. De temps en temps, il se prend une petite trace. La cocaïne est un produit rentable. Le prix de vente représente 3 fois le prix d'achat. Cette semaine, Kevin va écouler ses 100 grammes. Sur un 100 grammes que j'ai acheté à 29. À 29, c'est-à-dire 2900 €? 2900 €, c'est bien ça. Ça veut dire que du coup, je fais un minimum 9000 € dessus. Minimum. Voilà. 9000 € de recettes pour 100 grammes vendus. Cela fait 6000 € de bénéfices cette semaine. À Paris, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Là, j'ai quelques minutes de répit. Ça fait un peu de bien. Des fois, ça arrive de même pas avoir le temps de manger déjà. Regardez, ça commence déjà. C'est un acheteur. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, comment tu vas? Salut, ça va? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va, ouais.
Dis-moi tout. Dis-moi, c'est urgent, là, j'ai une petite soirée et tout, là, tu peux venir, urgent? Ok, mais par contre, il fallait quoi? Je ramène quoi en bouteille de chardonnay? Bon, on est nombreux, 4-5 bouteilles, ça plaît. Ok, ça marche nickel, ok, ça marche. Chardonnay, un nom de code pour la cocaïne en cas d'écoute policière. Tu m'envoies juste l'adresse, hein, et je décolle. Allez, ciao. Merci. Je t'en prie. Vous voyez, il y a de la demande. C'est un client? C'est un client. Et il est pressé. Ils n'aiment pas attendre. D'ailleurs, je vais m'en faire une petite. Mais là, ça fait 3 fois que vous en prenez. Ouais, juste pour tester le produit, pour rester en PV, parce que j'ai un petit coup de barre. Kevin semble complètement accro à son produit. Il prépare son stock pour la soirée. Je pense que ce soir, on va en faire juste 15 ou 20. Juste la soirée. Hein. On va se faire une petite tournée. Je vous suis. Avant ça, encore un petit dernier, pour la route. Bon, t'es prêt là? Oui. Je vais appeler le chauffeur. C'est-à-dire? C'est prêt, je suis comme un livreur de pizza. C'est-à-dire, du coup, on passe plus inaperçu en étant dans les voitures. Des chauffeurs qui nous déposent, c'est plus simple, plus discret. Et la tôle, ça vous fait pas peur? J'ai déjà fait quelques années, mais bon, j'ai pas envie de récidiver. Du coup, quand il n'y a pas le choix, on sait faire que ça, et on fait ça. Oui, je vous dis quoi. C'est la vie, hein. Il y en a qui ont choisi de rester dehors, il y en a qui deal, il y en a qui braquent, il y en a qui volent. Chacun son truc, quoi. Allez, let's go, on y va. À 30 ans, Kevin n'a jamais eu de travail honnête. La vente de drogue, il ne connaît que ça. Ça va le soir. Ça roule par ici. La tournée commence. Le chauffeur de taxi ne se doute de rien. Premier rendez-vous, place du Trocadéro. C'est parti. C'est où le rendez-vous? C'est juste loin, mais tu t'arrêtes au niveau du feu rouge, je reste un peu plus loin. D'accord. Je vais filmer la transaction à distance. Face à lui, le client l'attend, tranquillement. Ils se font la bise. Visiblement, c'est un habitué. Les deux hommes ne se cachent pas. L'échange va avoir lieu dans la rue, en quelques secondes, en toute décontraction. Très vite, la cocaïne change de main, l'argent aussi. Ah, c'est passé nickel, impeccable. C'est-à-dire? Ils ont dit 5 grammes, 400 €. Vous avez payé? Heureusement, c'est quoi ça? Je peux pas faire? Heureusement. Attends, Vous avez d'autres livraisons? on a pas mal. Je suis invité à une soirée, il y a du monde à voir un peu. C'est un peu des gens IP, il y en a qui sont un peu connus, ils n'ont pas envie. Voilà, se faire filmer. Il faut être discret à ce endroit-là, tu vois, ils ont pas envie de se faire remarquer. Une petite soirée détente, boire un petit coup en même temps, et une fille. Et la fête, ils travaillent en même temps. Paris, ça s'arrête pas. Ce soir-là, Kevin écoulera 15 grammes de cocaïne aux 4 coins de Paris. À 80 € la dose, depuis la jungle de Medellín. Le prix de la poudre blanche a été multiplié par 100. Stéphanie Charbonnier, Marie Geoffrey Roustide, bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Madame Charbonnier, vous êtes la patronne des stupes. Vous dirigez l'Office anti-stupéfiants. Et Madame Geoffrey Roustide, vous êtes sociologue, chercheur à l'INSERM. Avec vous, on va parler des chiffres et de la consommation de la drogue en France. Tout d'abord, une question d'actualité. Est-ce que la période que nous traversons, couvre-feu, confinement, fait que vos services ont moins de travail aujourd'hui ? Alors l'OFAST, qui aujourd'hui est créé depuis un an, a eu un an au 1er janvier 2020, n'a pas moins de travail malgré la crise sanitaire que nous traversons, malgré les périodes de confinement que nous avons traversées à plusieurs reprises ces derniers mois. La lutte contre les trafics de stupéfiants reste actuellement très intense sur le territoire français. Elle reste la même. Est-ce que cependant la baisse du trafic aérien, on voit dans cette enquête que les passeurs se servent des avions de ligne.
Est-ce que cette baisse du trafic aérien qui est mondiale a modifié l'acheminement de la drogue ? La fermeture de l'aéroport d'Orly durant plusieurs mois a effectivement porté un coup d'arrêt au trafic de stupéfiants par la voie des passeurs aériens. Néanmoins, le trafic de cocaïne s'est poursuivi avec des importations par voie de containers qui, elles, se sont poursuivies. Et d'ailleurs, il y a eu un mort, je crois, récemment, parmi les dockers du Havre. C'est une affaire qui était liée au trafic de drogue. Alors, il y a régulièrement des agressions qui peuvent avoir lieu. Nous le savons, les ports peuvent être des lieux de compromission. Cela fait partie des axes de travail sur lesquels l'OFAST actuellement s'engage très fortement et sujets sur lesquels nous avons un œil très très attentif. Alors Marie Geoffrey-Roustide, vous avez travaillé sur l'inégalité d'une certaine façon entre les hommes et les femmes face à la consommation de la cocaïne. Est-ce qu'on peut dire que la cocaïne est une drogue d'homme ? Alors comme toutes les drogues, on observe des différences genrées et donc la quasi-totalité des drogues sont plus consommées par les hommes. Ouais. Les seuls produits psychoactifs qui sont plus consommés par les femmes sont les médicaments psychotropes. Alors, pourquoi pour la cocaïne ? Parce que la cocaïne, c'est une drogue qui renvoie à un sentiment de puissance, d'invincibilité et qui correspond de fait à des valeurs qui sont plus masculines, on va dire. Et donc, il y a un autre élément, c'est que l'usage de drogue en général est quand même beaucoup plus stigmatisé chez les femmes que chez les hommes. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on observe plus de consommation de produits psychoactifs et en particulier de cocaïne chez les hommes. Et les trafiquants eux-mêmes sont plus souvent des hommes aussi. Nous avons principalement effectivement des hommes comme auteurs de ces infractions. Néanmoins, les femmes ne sont pas épargnées par les trafics. On le voit d'ailleurs dans le reportage avec le recours à des femmes. Oui. Et on le voit notamment sur les filières guyanaises où beaucoup de femmes sont utilisées comme passeurs de cocaïne. Est-ce que le confinement et les couvre-feux ont eu un impact sur la consommation de la drogue ? Oui, sur la question de la consommation, sur le premier confinement, on a mené une étude qui s'appelle la Global Drug Survey, qui est menée dans une vingtaine de pays chaque année. Et donc, on a vu que la cocaïne était un des rares produits avec l'ecstasy pour lequel on a observé une baisse. D'accord. Et cette baisse était particulièrement marquée en France. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les drogues, on va être amené à les consommer dans certains contextes. Et donc, la cocaïne fait partie des produits qui sont beaucoup consommés en contexte festif ou pour favoriser de manière factice les interactions avec les autres et la sociabilité. Et quand vous vous retrouvez confiné seul dans votre appartement, ce n'est pas le produit que vous avez envie de consommer. Madame Charbonnier, est-ce que le couvre-feu a eu un impact sur le trafic ? Alors, le confinement a effectivement eu un impact sur le trafic. Il a d'abord désorganisé l'activité des trafiquants eux-mêmes qui se sont retrouvés face à une situation complètement hors du commun avec des difficultés de circulation, avec une présence sur la voie publique qui s'est révélée être suspecte durant la première phase de confinement. Néanmoins, les trafiquants s'adaptent et réussissent néanmoins par d'autres méthodes à diffuser les produits. Je pense notamment à ce qu'on a appelé l'ubérisation des trafics et le recours massif aux réseaux sociaux, aux outils de communication pour diffuser du produit. Sur l'année 2020, quelle a été la quantité de drogue que vos services ont pu saisir ? Alors, les chiffres sont légèrement en baisse par rapport à l'année précédente, mais avec l'arrêt de l'activité économique du pays, avec l'arrêt des trafics durant une courte période, mais qui a fortement déstabilisé le système. Les chiffres s'articulent autour de 14-15 tonnes de cocaïne saisies. Et est-ce qu'on a une idée de la proportion des quantités saisies par rapport à ce qui circule en matière de drogue dans le monde ? Il est extrêmement difficile d'évaluer le volume précis du trafic, puisque par définition, il existe un chiffre noir aujourd'hui. Est-ce qu'on a un ordre d'idée ? Est-ce que c'est d'un rapport de 1 à 10, de 1 à 3 ? Les sources ne sont pas suffisamment scientifiques pour qu'on puisse se baser sur un chiffre. Je ne voudrais pas... D'accord, donner de mauvais chiffres. Vous qui êtes scientifique, est-ce qu'on a une idée de la quantité, compte tenu de ce qui est consommé en France, de la quantité de drogue qui circule ?
qu'on a à disposition comme chiffres, c'est des chiffres qui sont basés sur des données déclaratives. Ouais. On a la moitié des Français, par exemple, qui ont déjà expérimenté le cannabis. Et donc, voilà, c'est une drogue donc, qui est très largement consommée en France. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour le cannabis, c'est qu'on a actuellement en France un des pays les plus répressifs d'Europe et on a le niveau de consommation de cannabis le plus élevé chez les jeunes. Et c'est surtout chez les jeunes que c'est particulièrement préoccupant. Est-ce que ce désespoir qu'on peut constater chez certains dans cette période de grande incertitude pousse à la consommation ? Alors, cette tendance à l'augmentation de la consommation de drogue, on l'observe depuis plusieurs années. En fait, on l'observe en France, mais on l'observe également en Europe. Donc, la consommation de cocaïne ces 20 dernières années a été multipliée par 4 en France. Et donc, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'elle a été multipliée par 4 donc en population adulte. Mais quand on regarde le niveau de consommation chez les jeunes de 17 ans, c'est une drogue qui est déjà très consommée également chez les jeunes de 17 ans. Alors, on a aussi l'idée d'une cocaïne qui n'est pas forcément dangereuse. Peut-être qu'il faut quand même rappeler que c'est un produit qui tue chaque année un certain nombre de gens. Quelle est la dangerosité de toutes les drogues ? Est-ce que vous pourriez nous donner comme ça une sorte de classement des drogues les plus dangereuses ? Alors, des scientifiques, et en particulier des neurobiologistes, ont fait ce classement, en particulier un scientifique anglais qui s'appelle David Nutt, et il a montré que la drogue la plus dangereuse, c'est l'alcool. De très loin, on a actuellement en France 50 000 décès par an liés à l'alcool. Et donc, en fait, quand on regarde le classement de la dangerosité des drogues d'un point de vue scientifique, on voit que les produits illicites, en particulier le cannabis, arrivent très loin après l'alcool. En revanche, sur la question de la cocaïne, je pense que ce qui est très important, c'est de déconstruire les imaginaires sociaux. La cocaïne est en effet une drogue qui est perçue comme peu dangereuse parce que liée au milieu festif, mais il y a des usages très durs de cocaïne qui peuvent donner lieu à des troubles psychiatriques, à des problèmes cardiovasculaires et donc qui peuvent affecter le quotidien des personnes qui consomment. Madame Charbonnier, est-ce que ces tendances, vous les retrouvez parmi les saisies, parmi les enquêtes que vous menez ? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une très forte disponibilité du produit, avec l'augmentation des productions en zone de production, une augmentation du nombre de consommateurs réguliers sur le territoire. On le voit également, on mesure cette disponibilité au regard des prix, puisque les prix de la cocaïne ont largement diminué ces dernières années, pour arriver à un niveau aujourd'hui de moins de 70 € le gramme de cocaïne sur le territoire français et une vente au kilo qui est également équivalente à environ entre 30 et 35 000 €. Ça veut dire quoi, cette baisse des prix ? Ça veut dire qu'il y en a plus sur le marché, que vous en saisissez moins ? C'est les règles de l'offre et de la demande, puisque comme sur le marché classique, vous avez un marché qui s'équilibre en fonction du nombre de demandeurs et du nombre d'offrants. Dernière petite question, quelle est la filière qui vous inquiète aujourd'hui ? Nous, on a montré là cette enquête avec cette filière-là colombienne, mais on imagine qu'il y en a beaucoup. Il en existe beaucoup d'autres. Cette filière-là est inquiétante, c'est une route. Il en existe une autre au départ de la Guyane, à destination du territoire métropolitain. Vous avez également les importations par voie de container, quand on parle de cocaïne, qui sont également très très importantes et qui permettent d'importer de grosses quantités de cocaïne sur le territoire européen et particulièrement sur le territoire français. Donc je dirais que l'ensemble de ces filières attire notre attention et l'action qui est conduite est une action qui est globale. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est maintenant la fin de ce complément d'enquête, mais vous pouvez nous retrouver sur n'importe quel écran grâce à l'application France.tv, mais aussi celle de France Info, rubrique Magazine. Merci à Hugo Plagnard et Clément Castex à la rédaction en chef de cette émission. C'est Caroline Durand qui m'a aidé à concevoir et préparer ces entretiens. C'est Damien Leboucher et Damien Piroli qui a réalisé ce numéro ce soir. On vous retrouve très vite. Bonsoir.